Bonjour tout le monde, ce soir j'ai l'honneur d'avoir Laurent Billot avec moi. Donc Laurent Billot qui est ingénieur protestant et créationniste comme moi. Donc il a une chaîne YouTube Évolution aux créations. Il apparaît aussi sur la chaîne YouTube de l'église de Villeurbanne, il me semble. J'ai retrouvé Laurent sur Radio Courtoisie avec Dominique Tassot, et donc je me suis dit que ce serait intéressant d'interviewer, d'avoir un échange avec Laurent sur notre débat création-évolution. Et je crois d'ailleurs que récemment, tu avais participé à une conférence intitulée Hasard au créateur, si je ne m'abuse. Tout à fait, oui, oui, c'est un sujet qui me passionne comme toi et effectivement je fais de temps en temps des conférences et c'est une grande joie de partager un petit peu ces découvertes et la gloire de Dieu finalement. Donc bonsoir à tout le monde ou bonjour et voilà. Je suis très heureux d'avoir cette interview avec Anthony. Alors Laurent, qu'est-ce qui fait que, en tant qu'ingénieur, voilà, la plupart des ingénieurs en France, la plupart des scientifiques en France, ils vont pas, comme toi et moi, finir dans l'escarcelle biblique, dans l'escarcelle de la création. Qu'est-ce qui fait que toi, la création, ça t'a paru pertinent? Est-ce que tu es tombé dedans comme Obélix quand tu étais petit, ou est-ce que c'est venu beaucoup plus tard? Comment ça se passe pour toi, conversion au créationnisme? Ouais, c'est venu plus tard. En fait, je suis devenu chrétien à l'âge de 22 ans. Et puis, donc convaincu que la Bible, donc Ancien et Nouveau Testament, est réellement la parole de Dieu. Et donc, j'ai été confronté au premier chapitre de la Genèse, et il a donc fallu trancher la question, que faire de ce premier chapitre du récit de la création. Donc, en gros, il y avait deux options a priori. C'était soit, finalement, il faut en avoir une lecture littéraire, et en disant, finalement, c'est le Big Bang qui est vrai, et puis finalement, il y a eu l'évolution de l'univers, l'apparition des galaxies, de la Terre, de la vie, et de la diversification de la vie par les lois naturelles au cours de milliards d'années. Ce que peut-être permettre une lecture littéraire de ce premier chapitre, hein, voilà, en disant que les jours, ce sont des périodes, par exemple, voilà, il y a plein de possibilités. Donc ça, c'était l'option 1, et puis l'option 2, c'était peut-être une lecture plus littérale, en disant, finalement, Dieu a créé par miracle, séparément, les différentes formes de vie, et la Terre, etc., et l'univers en 6 jours. Et il y a 6000 ans, ou 6 ou 10 000 ans, voilà. Donc voilà, il a fallu trancher ça. Et donc je me suis plongé là-dedans. Moi, c'est en plus un sujet, les origines, qui m'a toujours pas fasciné depuis que je suis enfant. Donc j'ai dévoré tout ce que j'ai trouvé pour arriver à la conclusion que c'était l'option 2 qui me paraît la plus réelle et la plus vraie. Et donc en gros une création séparée des formes de vie. Donc je suis un affreux créationniste terre jeune, comme on dit maintenant. Mais ma foi, je suis très heureux de l'être et très heureux aussi de débattre là-dessus parce que ça me semble tout à fait intéressant et juste comme position. Quels sont les arguments qui t'ont fait pencher vers la création scientifiquement? Bibliquement, on sait que c'est un cadre de moins de 10 000 ans. Moi, je suis plus proche d'une chronologie de 7500 avec éventuellement en privilégiant Genèse 5 et 11 dans la Septante. C'est un autre sujet. Après, la plupart des créationnistes sont sur l'échelle des 6000 ans, mais on va dire bibliquement, on est entre 6 et 8. On ne peut pas vraiment aller au-dessus de ça. Et moi, j'aime bien dire moins de 10 000 ans, comme ça, en fait, on englobe toutes les positions. Parce que si on dit que c'est 6 000, bon, ceux qui ont dit 7 500, ils sont un peu mis de côté. Et si on dit 7 500, on met un peu ceux qui disent 6 000 de côté. Et c'est vrai que c'est assez important par rapport au déluge, quand on veut dater le déluge, mais là, du coup, il faut connaître un peu l'année, puis les premières pyramides, etc. par derrière. Donc, bibliquement, voilà, on sait qu'on a le dessin intelligent, on sait que c'est quelque chose de rapide. Ça se fait en 6 jours littéraux, il y a moins de 10 000 ans. C'est assez clair. Je pense que l'écrasante majorité des pères de l'Église, hein, théologiens chrétiens et juifs, hein, jusqu'au 18e, voire 19e siècle, ont maintenu un Adam et Ève littéral et une terre de moins de 10 000 ans. Quand l'évolution est arrivée, effectivement, beaucoup de chrétiens se sont sentis un peu obligés de s'adapter. Je pense qu'ils ont fait un petit peu l'erreur des Israélites dans l'Ancien Testament en se laissant malheureusement polluer et influencer par les pratiques païennes environnantes. Difficile de résister à la pratique païenne, mais il faut prendre l'exemple d'Élie, hein, au Mont Carmel, et ne pas rejoindre les prophètes de Baal. Mais scientifiquement, quels sont les arguments qui pour toi sont favorables à la création? Qu'est-ce qui t'a fait douter de l'évolution peut-être? Ouais, donc déjà, une première pré-remarque, c'est que moi je suis arrivé en fait assez neutre en me disant c'est soit l'un soit l'autre. Et finalement, les deux, comme ça, a priori, me vont, quoi. Hein.
Donc ce sont vraiment des arguments scientifiques qui m'ont convaincu du créationnisme Terre jeune. Alors pour faire court, je dirais que si l'évolution darwinienne avait été vraie, on aurait dû voir des choses qu'on ne voit pas. Donc on aurait dû voir des choses qu'on ne voit pas, donc c'est un peu gênant. Et également, on voit des choses qu'on ne devrait pas voir. Donc en gros, de tous les côtés, il y avait des choses qui ne cadraient pas avec cette théorie. Je peux détailler ça très brièvement, pour commencer peut-être, mais en gros, moi, mon premier choc, ça a été concernant les fossiles, puisque, comme le disait Darwin lui-même, il s'attendait à ce que, voilà, la théorie, c'était les sédiments se déposent au cours de longues périodes géologiques, il y a parfois des fossiles qui sont emprisonnés dedans, et finalement, ceux qui sont en bas sont plus vieux que ceux qui sont au-dessus, et puis il y a comme ça un empilement qui se produit, et donc en creusant, finalement, on remonte le temps, et puis il s'attendait, lui, dans sa pensée, dans sa théorie, à ce qu'il y ait une évolution constante comme ça, et que donc, lorsqu'on creuse et qu'on découvre des fossiles, eh bien, ils soient tous plus ou moins différents, parce que l'évolution a été en permanence en action. Et son premier choc à lui-même, à Darwin lui-même, dans son livre sur l'origine des espèces en 1859, il l'écrit lui-même en disant, mais pourquoi est-ce que c'est pas ce qu'on trouve ? En gros, il était choqué parce que, en fait, ce qu'on trouve, c'est plutôt quelque chose de très différent, c'est-à-dire une stabilité des formes de vie dans les différentes couches. J'aime bien donner cet exemple parce que, voilà, il est facile à retenir peut-être, mais on trouve une chauve-souris à un moment donné dans la colonne stratigraphique, géologique, comme on dit, et puis elle est déjà toute formée, et puis elle reste identique dans toutes les couches qui sont au-dessus. Et donc, en gros, on ne voit pas d'évolution de la chauve-souris, ni dans son apparition, puisqu'on n'a pas vraiment d'ancêtre qu'on pourrait trouver dans les fossiles, qui pourrait nous dire, ben voilà, elle est passée par ce stade de l'évolution, on n'en a pas. Et puis, on n'a pas non plus d'évolution, de changement de cette chauve-souris. Et le problème, c'est qu'on constate ça sur toutes les formes de vie. Donc, il était choqué, et en gros, sa conclusion, c'était de dire, bon, c'est probablement parce que, finalement, le registre fossile qu'on a retrouvé à cette époque est incomplet. Et lorsqu'on va trouver d'autres fossiles, on va voir ces fameux fossiles intermédiaires. Donc c'était l'hypothèse de Darwin. Voilà. Et donc force est de constater que plus de 150 ans plus tard, c'est pas le cas. On n'a pas trouvé ces fossiles intermédiaires. Et moi j'aime bien citer toujours des scientifiques évolutionnistes. Hein. Donc moi j'aime bien citer Stephen Jay Gould parce qu'il est très bien dans son livre qui s'appelle L'équilibre ponctué, où en gros, il dit, bah voilà, on n'a pas trouvé ces fossiles, donc sa conclusion, ça a été de dire, l'évolution n'est pas graduelle et continue, mais elle se produit par saut, et donc il y a des grandes périodes d'équilibre, dans laquelle finalement tous les fossiles qu'on retrouve sont les mêmes, et puis il doit y avoir des moments où une perturbation dans l'environnement provoque un changement, une évolution plus rapide qu'on ne le pense, dans un endroit spécifique, et ce qui fait que, vu que la fossilisation est assez rare, finalement, on n'a pas de fossiles intermédiaires et du coup, on est directement à l'étape d'après. Voilà. Donc, lui, il était assez honnête là-dessus et il essayait de trouver un peu une pirouette pour s'en sortir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que ces éléments-là. Donc, bon, déjà, d'une part, on n'a pas les fossiles intermédiaires, mais donc, en plus, on a tout un tas d'éléments qui ne vont pas. On retrouve tout un tas de fossiles vivants, donc un animal comme le sélacanthe qu'on pensait éteint depuis des dizaines de millions d'années, on le retrouve vivant aujourd'hui sans qu'il y ait aucun fossile dans les couches qui sont censées dater de moins de 65 millions d'années. Et donc en gros ça va pas, et on est incapable de construire un arbre généalogique de l'histoire de la vie, on va dire, à partir des fossiles, on en est incapable. Donc ça a été mon premier choc. Premier constat, les fossiles, ça colle pas en fait avec la théorie. Deuxième constat, je me suis dit, bon, il y a une autre grosse piste, une grosse série d'arguments qui est tirée de la génétique. Donc je me suis dit, on va regarder la génétique. Est-ce qu'on est capable ou pas de reconstruire une histoire de l'évolution à partir de la génétique? Et donc maintenant qu'on est capable de séquencer, de lire l'ADN très facilement, est-ce qu'on a réussi à faire un arbre généalogique de l'histoire de la vie? Et force est de constater que ce n'est pas le cas non plus. On a tout un tas d'éléments qui ne concordent pas. J'essaie juste de donner un petit exemple pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, mais on peut comparer les gènes entre eux. Donc on sait que dans tous les ADN, il y a un certain nombre de gènes. Et ce qu'on peut imaginer comme solution pour construire un arbre, c'est de prendre un certain nombre de gènes, et puis vu qu'on sait qu'il y a des mutations, certaines variations dans les gènes, eh bien on va prendre, si on essaie par exemple de retracer l'histoire des grands singes ou des hommes, voilà, on essaie de prendre un gène, et puis on le compare, disons ce gène-là, dans le génome, s'il est présent, des hommes, des gorilles et des chimpanzés, mettons. Et donc, si on prend une certaine série de gènes
on trouve que le gène qui est dans l'ADN de l'homme est plus proche de celui du chimpanzé et moins proche du gorille. Donc on se dit, il y a quelque part une histoire qui est plus proche avec le chimpanzé. Le problème, c'est que si on prend une autre série de gènes, on trouve une conclusion différente. C'est qu'on est plus proche du gène du chimpanzé, nous les hommes, du gorille, que des chimpanzés. Donc on est comme ça sur des arbres incohérents de l'histoire de l'évolution si on tente de le faire avec la génétique. Et pour faire court, on est incapable non plus de produire un arbre, disons, de l'évolution grâce à la génétique. C'est pour ça que maintenant, nos amis évolutionnistes en sont à dire, mais c'est pas un arbre, c'est un buisson. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais en gros, c'est quelque chose de beaucoup plus flou, parce qu'on n'arrive pas... Ouais, une espèce de verger de la vie. De verger de la vie, et donc, voilà. Et donc, en gros, ça a été mon deuxième choc, c'est que on ne peut pas, en gros, construire une histoire de l'évolution à partir ni des fossiles, ni de la génétique. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme éventuelle preuve? Donc, je me suis dit, ce qu'on peut avoir comme preuve, ce sont des observations qu'on peut faire par ailleurs, quoi. Donc, il est clair qu'on ne peut pas observer l'évolution, puisque ça prend des millions d'années. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut observer dans nos expériences à nous, qu'on est en mesure de faire maintenant, quoi. Et donc là aussi, j'ai été très très surpris de constater que les exemples ou les preuves que les gens finalement ont en tête, ou avancent même, elles ne sont malheureusement pas, elles sont pas vraiment valables. Je donne un exemple, mais c'est très intéressant, c'est la résistance des bactéries aux antibiotiques. Quand on discute avec des évolutionnistes, c'est ton cas, j'imagine, et c'était le mien aussi, on nous dit souvent que ça c'est une bonne preuve de l'évolution. Et moi, quand je suis arrivé là-dessus, je me suis dit, enfin, peut-être, une preuve, j'allais dire convaincante de l'évolution, puisque on a des bactéries qui ne résistent pas à un antibiotique, et puis quelques, j'allais dire générations plus tard, on a des bactéries qui résistent à un antibiotique, donc il y a bien eu un changement. Je me suis dit, formidable, ça peut peut-être être une preuve de l'évolution. Et donc j'ai regardé finalement qu'est-ce qui causait cette résistance à l'antibiotique. Et malheureusement, c'est pas du tout alors quand ce sont des mutations, il y a d'autres cas, mais quand ce sont des mutations, ce ne sont pas des créations d'une nouvelle fonctionnalité ou d'un nouvel organe, mais c'est en gros une petite modification mineure, en général une détérioration, d'un élément existant. Par exemple, dans la cellule, dans la membrane de la bactérie, il y a des espèces de portes, de sas qui laissent entrer et sortir des éléments pour avoir un certain équilibre, voilà, bref, dans la bactérie. Et en gros, il peut y avoir une petite détérioration d'une des portes, ce qui fait que l'antibiotique ne peut plus rentrer. Et donc, la bactérie n'est plus sensible à l'antibiotique, elle résiste, entre guillemets, à l'antibiotique, puisqu'elle n'est pas tuée par l'antibiotique qui ne peut pas rentrer en elle, quoi. Donc, c'est à chaque fois des détériorations. Donc, c'est pas une détérioration qui va causer l'apparition d'une nouvelle fonction ou d'un nouvel organe, ou voilà. Donc, en gros, ces preuves non plus n'étaient pas valables. Donc, j'en ai passé en revue tout un tas de l'expérience de Linsky que tu dois connaître sur plein de milliers de générations de bactéries. Et donc, à chaque fois, c'était non, ça marche pas non plus. Donc, en gros, au bout du compte, j'en suis arrivé à me dire, mais il n'y a vraiment pas de preuve de la théorie de l'évolution, qu'il y a eu cette filiation entre toutes les formes de vie sur des millions d'années. Donc on n'en a pas de preuve, et non seulement ça, mais on a donc plein d'éléments qui ne collent pas. Donc on peut en parler aussi, mais en gros, c'est pour moi finalement assez clair. Donc pour croire en gros encore à la théorie de l'évolution, il faut vraiment s'en convaincre par des preuves qu'on a du mal à trouver, quoi. Donc pour moi, c'est devenu assez clair. Dans ton discours, je vois que tu fais une différence certainement entre la science d'observation, la science expérimentale et la science historique dans laquelle on est quand on parle de ce débat création-évolution. C'est vrai que ce ne sont pas des choses qu'on reproduit en laboratoire, et donc on va travailler autrement, avec la fameuse analogie, le fameux exemple de l'enquête médico-légale, avec un corps dans une salle, et il y a du sang, il y a des éléments, des indices, et c'est vrai qu'après, plusieurs détectives peuvent, à partir des mêmes faits, avoir différentes interprétations. Il est important de le rappeler. Donc il y a plusieurs modèles proposés, et aujourd'hui on se rend compte au niveau biologique en fait qu'il y a beaucoup d'adaptations en fait qui sont on ne fait que découvrir des adaptations intelligentes, ciblées, dirigées, mais en fait on voit que les organismes ont été créés un peu comme des couteaux suisses pour pouvoir rencontrer différents défis dans l'environnement et prospérer, puisque Dieu leur avait demandé de peupler la terre, de se répartir sur la terre. Et effectivement, ça voulait dire qu'ils allaient rencontrer différentes situations. Les créatures s'adaptent, et donc on doit faire la différence entre micro et macro-évolution. C'est vrai que moi, même le terme micro-évolution, j'aime pas trop, parce que
le mot évolution en soi peut, dans la bouche des évolutionnistes, dire toute chose. Un peu comme le terme sélection naturelle, ce sont des termes qui sont utilisés avec beaucoup de plasticité, si je puis dire. Moi, je préfère parler d'adaptation intelligente. Voilà, les créatures vont s'adapter aux différentes niches. Et en fait, pour moi, le modèle darwinien n'explique même pas, d'une certaine manière, la microévolution, parce que par moment, on dit OK pour la micro, mais pas pour la macro, mais même pour la microévolution, d'une certaine manière, le paradigme de sélection naturelle plus mutation aléatoire ne fonctionne pas. Quel processus aléatoire améliorerait un code? Et voilà, les évolutionnistes essayent d'échapper un peu à cette réalité du code, du programme génétique. Ils font très attention à ce qu'ils disent, ils essayent d'utiliser un autre langage non finaliste, hein, parce que c'est là que ça se joue. Nous, on pense que les génomes sont finalistes, hein. On a un nez pour respirer, on a des yeux pour voir. Tout est fait dans un but. C'est pas un tri aléatoire de la nature. La nature en elle-même ne peut pas sélectionner quoi que ce soit. Elle n'a pas de conscience, elle n'a pas de pouvoir. Moi, ça me fait penser un peu au statut dans l'Antiquité des fausses religions, où on pensait que la statue pouvait faire quelque chose, alors qu'en fait la statue ne pouvait rien faire. La statue n'a pas de pouvoir. Seul l'Éternel a des pouvoirs. Et aujourd'hui, voilà, on est des évolutionnistes qui pensent que la sélection naturelle peut faire des choses, alors qu'en fait la sélection naturelle, c'est un peu une image, c'est presque une vue de l'esprit. Et donc effectivement, au niveau des fossiles, on n'a pas les fossiles transitionnels, on n'a pas les ancêtres, hein. On connaît l'explosion du Cambrien, il y a même une autre explosion qui est un peu moins connue, qui est celle du Carbonifère. On a des traces de pas qui apparaissent avant les corps, hein. Et ça peut nous faire aussi la transition vers le déluge de Noé, parce que c'est vrai que quand on dit qu'on est créationniste, parfois moi je dis qu'on est surtout diluvialiste. La création, c'est vraiment le dessin intelligent, la création en 6 jours. Si on prend le livre d'Henry Morris dans les années 60, qui a fait un peu le renouveau du créationniste, qui a généré on va dire une génération de scientifiques créationnistes, dans ce livre-là, on ne parle pratiquement pas de la création. On ne parle que du déluge de Noé, parce que c'est vrai que c'est avec ce déluge de Noé qu'on va séparer les continents, déposer ces fameux sédiments dont tu parlais, hein. On a les 3/4 des sols continentaux qui sont des sols marins, ce qui est assez surprenant. On a des fossiles qui, d'une certaine manière, qui sont assez étranges, parce que c'est le modèle dominant, l'enregistre fossile. Enfin, dans les couches géologiques, on en voit beaucoup, alors que dans la vie réelle de tous les jours, il n'y a pas de fossiles. Il n'y a pas vraiment de fossilisation. Parce que la nature est plutôt très forte pour recycler. Il n'est pas prévu qu'il y ait vraiment de fossiles. Même les os, au bout d'un certain temps, ils finissent par disparaître. Et dans l'enregistre fossile, on a des carcasses d'animaux, des dinosaures qui peuvent faire, je ne sais pas, 10 mètres ou 15 mètres, et voilà, peser plusieurs tonnes, et qui sont fossilisés. On a des fossiles délicats, de pieuvres, d'ailes de guêpes, des choses comme ça. Ce sont des choses qui, par nature, ne sont pas censées tenir. Même des fossiles de plantes. Enfin, quand, voilà, vous allez dans le jardin, vous retirez une plante, une fleur, vous la mettez sur le côté. Je veux dire, au bout de quelques jours, vous savez même plus que vous l'avez jetée là. En fait, elle disparaît. Il y a voilà, les bactéries, les charognards, il y a tout un ensemble d'organismes qui sont prévus pour recycler, heureusement. Sinon, on croulerait sous les déchets. Et donc, au final, le déluge de Noé est vraiment presque l'événement central. En tout cas, c'est le deuxième événement après la création. On a les roches de la création qui vont à peu près jusqu'au Cambrien, voire un peu avant. Et après, à partir du Cambrien, on a les roches du déluge. Moi, je pense que ça va à peu près jusqu'au Pliocène, dans le référentiel évolutif, jusqu'à 2 millions, 2,5 millions d'années. Donc c'est vrai qu'on a environ 500 à 600 millions d'années du modèle évolutionniste, qui sont en fait une année du registre, voilà, dans le modèle créationniste. Et Dominique Tassot, il prenait l'exemple à la Révolution française en 89, il s'est passé en quelques jours plus d'événements qui s'en est passé pendant 100 ans, les 100 ans qui avaient précédé. Et c'est un petit peu ça. Enfin, moi, j'aime bien cette comparaison-là, parce que au final, il s'est passé pendant cette année du déluge plein d'événements, des tsunamis, la montée progressive des eaux. Hein, on a effectivement les organismes qui vivent au fond de la mer qui sont fossilisés en premier. C'est pas pour rien que dans Genèse 7:11, on a l'éclatement des fontaines du Grand Abîme. Le Grand Abîme qui est l'océan, donc le fond océanique. Et donc on a cette activité volcanique sous-marine qui va commencer à ensevelir des trilobites ou des ammonites. Et puis après, effectivement, le déluge prend vraiment de l'ampleur. Il va commencer à prendre les poissons qui vivent plus haut. Et puis après, des organismes côtiers. Donc c'est pour ça qu'on a effectivement cette
cette progression des mers vers les terres que voilà, les évolutionnistes vont attribuer à l'évolution de la vie, de l'eau vers les terres, mais c'est là où nous on vient, on dit non, il y a une autre interprétation possible, on est d'accord avec cette apparente progression de la mer vers les terres, mais nous on pense que c'est le déluge de Noé. C'est pas pour rien qu'on a 75% des sols continentaux qui sont en grande partie on va dire un sol marin, enfin des matériaux marins déposés en conditions marines. Le reste, on peut avoir du métamorphique ou bien des roches volcaniques. Donc on en revient également à l'activité tectonique très importante lors du déluge. On a des fossiles aujourd'hui marins qu'on retrouve, tu dois savoir bien ça, on les retrouve dans les Alpes ou dans les Andes ou dans l'Himalaya, donc à des lieux qui sont très loin de la mer et en plus vraiment en hauteur. Donc les preuves sont quand même assez massives, je pense, en faveur de la création. Et ce qui est assez marrant en fait de remarquer, c'est que le modèle évolutionniste, à bien des égards, ressemble au modèle créationniste, parce qu'ils vont aussi dire que la France était sous l'eau, que l'Angleterre était sous l'eau. Donc même eux, en fait, ils sont d'accord que à une époque dans le passé, le monde a été inondé, et on a les montagnes. J'ai une vidéo qui va sortir là-dessus bientôt sur l'histoire des montagnes, qui sont très jeunes également dans le modèle évolutif, parce qu'elles arrivent dans le dernier 0,1% de l'histoire évolutionniste, ce qui est étonnant. On n'a pas encore ce gradualisme, en fait, à tous les niveaux. En cosmologie, avec le James Webb, on a une explosion tout de suite des galaxies. Et dans le registre fossile, on a les créatures qui apparaissent subitement. Donc tout ça va dans l'escarcelle, à mon avis, de la création. Nous, on ne s'attend pas à cette gradualité. Les fossiles de transition, à mon avis, on ne les trouve pas parce qu'ils n'existent pas. Et à mon avis, la falsifiabilité de la théorie de Darwin, toute théorie doit être falsifiable, elle est là parce que lui, il a fait une hypothèse, il a dit « I think ». Il n'y a pas de problème dans le I think, les créationnistes vont critiquer un peu son I think associé à son arbre de la vie. Effectivement, on n'observe pas d'arbre de la vie, on observe plutôt une forêt de la vie, avec des arbres qui sont vraiment indépendants, mais il y a une forme d'ancestromanie, comme dit Dominique Tasso. On veut absolument, dans l'évolutionniste, trouver des ancêtres. On n'a pas ces ancêtres-là, donc après on a des solutions qui sont proposées comme l'équilibre ponctué, qui est assez rigolo dans un sens, parce que on a un groupe d'évolutionnistes qui nous dit qu'on ne peut pas avoir la macroévolution dans le présent, parce qu'elle est lente, et donc dans ce cas-là, il faut aller voir dans le passé. Mais quand on va dans le passé, dans le registre fossile, eh bien, on a un autre groupe d'évolutionnistes qui nous dit non, on ne peut pas voir l'évolution parce qu'elle s'est produite trop rapidement dans le passé. Donc la macroévolution, elle serait trop lente dans le présent, mais elle a été trop rapide dans le passé. Donc on voit que c'est vrai qu'à tous les niveaux, on n'a pas de preuves. Et tu as beaucoup parlé des fossiles. Est-ce qu'au niveau géologique, toi, tu as des arguments à proposer? Oui, donc merci pour tous ces rappels. C'est sûr que quand on veut s'en tenir à l'évolutionnisme, on peut, j'ai presque envie de dire, toujours trouver une explication pour essayer d'expliquer ce qu'on observe ou ce qu'on n'observe pas. La question, c'est comment est-ce qu'on peut la prouver? Et c'est là où c'est justement très intéressant de passer de l'autre côté et de se dire, bon, moi, mon constat, ça a été de dire, bon, la théorie de l'évolution darwinienne, a priori, on n'en a pas les preuves qu'on devrait avoir, et on observe des choses qui ne correspondent pas, et j'en ai pas trop parlé, mais il y a plein de choses qu'on observe qui vont à l'encontre de cette théorie. Donc je me suis dit, apparemment, c'est là finalement la lecture littérale du premier chapitre de la Genèse qui est vraie. Donc si c'est le cas, comment expliquer effectivement d'autres observations? Tu l'as évoqué, cette tendance qu'on peut apercevoir dans les couches stratigraphiques, dans la colonne géologique, comme on dit. Effectivement, tous les fossiles ne sont pas mélangés, donc il fallait trouver une explication. Pourquoi est-ce que c'est pas mélangé? Tu as donné cette explication en disant, mais c'est simplement que le déluge, la fossilisation a eu lieu au fond des océans en premier, et puis c'est monté progressivement avec les eaux du déluge qui venaient effectivement de la croûte, enfin de l'écorce terrestre, par ces fameuses fontaines. Donc ça s'explique bien. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de chercher des preuves que ce phénomène est possible, et qu'il peut y avoir une formation de couches, finalement, en peu de temps. Parce que c'est ça que, finalement, entraîne l'hypothèse de la création Terre jeune. C'est qu'il faut qu'il y ait des mécanismes qui permettent cette fossilisation rapide et cette création de couches rapides. Et c'est là où on a plein de preuves. Contrairement à la théorie de l'évolution, c'est qu'on a des preuves à la fois expérimentales, donc tu connais certainement les travaux de ce fameux polytechnicien Guy Berthaud qui a reproduit le dépôt des couches, finalement, de toutes les couches en même temps, selon des mécanismes, voilà, à travers un flux d'eau, justement, qui correspond bien au déluge. Et puis on a des expériences grandeur nature,
en particulier cette fameuse explosion du mont Sainte-Hélène en 1980, où voilà, je crois de mémoire qu'il y a 40 mètres de couches comme ça sédimentaires qui se sont déposées en quelques heures. Et donc c'est là qu'on voit que on n'est pas à armes égales, parce que côté création, on a plein de possibilités de prouver des choses. Je cite un autre exemple concernant la géologie, c'est les fameuses datations des roches. Tu dois certainement connaître, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y a plusieurs méthodes de datation, et on va parler ici des méthodes de datation à l'aide d'isotopes voilà, radio, qui émettent des ondes quand ils se désintègrent. Et donc, la plus connue, c'est peut-être le carbone 14. Avec cette méthode-là, on peut dater maintenant jusqu'à à peu près 100 000 ans des restes. Enfin, en tout cas, on peut essayer de dater des objets ou voilà, de ce qu'on retrouve sous la Terre, et bien jusqu'à peut-être 100 000 ans. Et la chose qui est complètement folle, finalement, c'est que lorsqu'on fait des tests sur tous les fossiles qu'on peut trouver dans le sol, on retrouve du carbone 14. Donc si ce carbone 14 date bien de ce moment-là, ça veut, du moment où mettons, le dinosaure est mort, bah ça voudrait dire que le dinosaure a moins de 100 000 ans. Et donc ça, ce qui est quand même fou, c'est qu'on observe ça partout. Dès qu'on veut simplement se donner la peine de faire le test, eh bien on trouve du carbone 14 partout. Donc en fait, on a des preuves, des éléments vraiment convaincants qui nous montrent, mais oui, que tout ça est récent en fait, en réalité. Donc, encore une fois, on peut toujours trouver en tant qu'évolutionniste une explication en disant, mais finalement, ce carbone 14, il vient d'une pollution, l'échantillon a été contaminé, on peut toujours trouver une explication. Ce qui est difficile dans le cas des diamants. Alors, qui est très difficile dans le cas des diamants, effectivement, on a fait le test sur un diamant qui était censé avoir 1 milliard d'années, et on a trouvé aussi du carbone 14 dedans. On sait que le diamant, c'est le matériau le plus dur, voilà, et donc c'est très difficile d'imaginer qu'un atome comme ça de carbone aurait pu être remplacé au cœur d'un diamant par un carbone 14 qui viendrait après. Mais bon, mais malgré tout, les évolutionnistes sont un peu contraints de croire des choses qui finalement sont dures à croire. Donc c'est la même chose avec les tissus mous de dinosaures, on retrouve des tissus mous de dinosaures. Donc au départ, quand cette découverte a été faite, finalement les évolutionnistes ont dit c'est pas possible, les dinosaures ont au moins 165 millions d'années, donc les tissus mous n'ont pas pu se conserver, donc il y a une erreur. Et puis finalement, quand des dizaines de gens ont retrouvé des tissus mous de dinosaures, on a dit bon, on a été obligé un peu d'admettre ça, et donc la solution pour les évolutionnistes a été de dire il doit donc exister des moyens pour que les tissus mous se conservent des millions d'années. Donc en fait, c'est quand même malgré tout une histoire de volonté de s'ouvrir ou de croire en la possibilité d'une création déjà de Dieu, et puis cette création terre jeune. Et quand on le fait, on est en fait beaucoup plus serein, parce que les réelles observations qu'on peut faire collent parfaitement avec cette vision du monde. Donc je suis très heureux d'être créationniste terre jeune. Surtout que quand tu parles des dinosaures, on a bien sûr ces preuves là de carbone 14 et des tissus mous, des biomatériaux qu'on trouve je crois sur tous les continents et dans la plupart des étapes géologiques. Le carbone 14, on va le trouver un peu partout. Et tu sais que finalement le film Jurassic Park, il aurait pu être réécrit si ces découvertes-là avaient été faites avant, puisqu'ils avaient utilisé l'ADN de grenouilles pour reconstruire l'ADN des dinosaures dans le film. Parce qu'effectivement, ils se disaient, non, mais on ne peut plus retrouver de l'ADN de dinosaures comme ça. Et donc, c'est vrai que ça, c'est une des découvertes, à mon avis, les plus puissantes de ces dernières années. C'est une découverte les plus puissantes parce que c'est pas censé durer des dizaines de millions d'années. Et on a aussi une des preuves les plus importantes, du moins apportées par les évolutionnistes, qui est la datation radiométrique, avec les méthodes potassium-argon, argon-argon, rubidium, strontium, uranium, plomb, etc. Mais au final, tu parlais du mont Sainte-Hélène, effectivement, il y avait le géologue créationniste Steve Austin qui avait récupéré des échantillons de lave, et donc c'est une lave dont on connaît l'âge par la méthode historique. La méthode historique est trop mise sur le côté dans ce débat avec les évolutionnistes qui sont un peu victimes de scientisme, dirait Dominique Tasso. Et donc, ces roches du mont Sainte-Hélène, qui en fait n'avaient que quelques années ou une dizaine d'années quand Steve Austin les a envoyées en laboratoire, et bien en fait elles sont revenues avec des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. Et en fait, ce problème-là est assez généralisé. Et donc, cette preuve qui nous est apportée de la datation radiométrique, en fait, elle ne fonctionne jamais sur des roches dont on connaît l'âge historiquement. Donc même là, toute la puissance évolutionniste qui repose là-dessus, parce qu'après c'est la roche qui date le fossile qui date la roche, on a beaucoup de résonances circulaires, ça ne fonctionne pas du tout. Et quand on rajoute
effectivement le carbone, et on pourrait rajouter la méthode historique avec les dragons. Parce qu'au final, les descriptions de dragons correspondent assez souvent aux descriptions de dinosaures, des reptiles. Et donc on a ces récits de dragons à travers le monde, on a ces récits de déluge à travers le monde. Vous voyez, on nous demande des preuves, et c'est vrai que il y a eu le déluge de Noé, on nous dit que le monde, enfin, toute l'humanité descend de Noé, et on a effectivement toutes les cultures du monde qui partagent des récits diluviens avec des détails assez communs. On voit qu'il y a un noyau central. D'ailleurs, on voit même qu'il y a des constructions, des technologies similaires, des constructions pyramidales. Pourquoi il y en aurait en Amérique du Sud, puis au Moyen-Orient, etc. Donc, il y a vraiment une matrice de preuves qui est vraiment impressionnante. À mon avis, il y a eu des tests pour montrer que les dépôts de calcaire, les dépôts de schiste, tout ça, ça se fait rapidement. Et voilà, avec des gens comme Guy Berthaud et beaucoup de scientifiques créationnistes qui sont aux États-Unis. Je pense que voilà, il y a ce travail à faire en France. Et après, on a également toute la partie. Si tu me permets, excuse-moi si tu me permets, je me dis, tu évoques ce travail à faire en France, je pense que c'est un bon moment pour évoquer ce congrès Bible et Sciences 2025. Je ne sais pas si tu es au courant. Oui, avec Patrick Vauclair. Voilà, absolument. Et donc là, de mémoire, donc c'est le 31 octobre 2025 à Mulhouse, à l'église La Porte Ouverte. Il y a donc un congrès Bible et Sciences qui traite spécifiquement de la préhistoire et des dinosaures et de la méthode de datation, avec un professeur, Steve Taylor, qui est directeur de recherche et donc qui est directeur d'un laboratoire de spectrométrie de masse, et qui va pouvoir nous parler de ça de façon tout à fait passionnante, et qui lui aussi est arrivé à cette conclusion, mais que tout cela est jeune, et que c'est le créationnisme terre jeune qui est en fait tout simplement valide scientifiquement. Donc il y a des choses qui se passent en France, et je crois qu'on vit une époque formidable à cet égard. Il me semble qu'il y aura aussi un spécialiste de l'origine des langues, dont j'ai oublié le nom. Mais ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'effectivement, pareil, sur les langues, ce qui est un sujet passionnant, les évolutionnistes pensaient qu'on avait une espèce de proto-langue, et qu'après, cette langue-là s'était diversifiée en toutes les langues qu'on connaît aujourd'hui. Mais en fait, quand on remonte l'origine des langues, j'imagine que le monsieur là, il expliquera bien mieux que moi, mais en fait, on doit avoir, je ne sais plus, quelques dizaines de langues, peut-être 70 ou 100 langues, des familles de langues, en fait, qu'on ne peut pas regrouper. Ouais, c'est un peu comme ces groupes d'organismes qu'on voit dans le registre fossile, on ne peut pas les regrouper. On peut peut-être avoir un style félin, un style canin, puis après il y a de la variation au sein de ce style canin ou félin, mais à un moment donné, on ne peut pas mettre, par exemple, la catégorie mammifère, c'est une catégorie abstraite. On ne peut pas dire qu'on est un ancêtre des mammifères, en fait. Enfin, on peut le dire si on veut, mais il n'y a pas les preuves derrière. Et donc, avec les langues, c'est un peu ça. À chaque fois, on a un peu cette idée voilà, d'une création, quoi. Et ça me fait penser à la cosmologie. Est-ce que toi, c'est un sujet que tu as fouillé, la cosmologie? C'est vrai qu'on est souvent sur la partie biologie, paléontologie, géologie, et après on a la partie cosmologie. Alors, j'ai moins fouillé cette partie cosmologie, mais il y a des éléments qui sont très importants aussi à comprendre pour j'allais dire, permettre une analyse avec un peu de recul et qui soit plus réaliste. Ce que je veux évoquer, c'est encore une fois le fait que la science, ce qu'on appelle la science, qui a été d'ailleurs fondée par des chrétiens, en tout cas voilà, des croyants judéo-chrétiens pour la plupart au XVIe et XVIIe siècle, cette méthode scientifique, elle repose sur ce qu'on observe, sur ce qu'on peut observer et sur ce qu'on peut encore mieux reproduire en laboratoire. Ça, c'est le top. Et le problème avec tout ce qui est cosmologie, c'est qu'on est incapable de faire aucune expérience, soit d'observation directe, puisque ça s'est passé, soi-disant, il y a des milliards d'années, soit parce que les niveaux d'énergie sont beaucoup trop grands, et on est incapable, en fait, de faire aucune expérience qui concerne cette période, soi-disant, de l'inflation ou du début de l'univers, puisque dans nos accélérateurs de particules, on n'arrive pas du tout à atteindre ce niveau d'énergie. Donc on sait en réalité même pas si les lois de la physique qu'on connaît et qui s'appliquent chez nous à notre échelle, eh bien, s'appliquerait aussi dans une hypothétique soupe cosmique dont l'énergie, voilà, où chaque particule aurait une énergie astronomique. Donc en fait, on n'a pas d'observation qui permet de prouver finalement toutes ces théories, le Big Bang, etc. C'est très hypothétique, quoi. C'est des calculs, c'est beaucoup de calculs compliqués. C'est beaucoup de calculs à partir des équations d'Einstein. Et alors, effectivement, si on pousse les équations, je comprends qu'on puisse tomber sur cette fameuse singularité, mais on ne peut pas le prouver par une expérience. Donc, ça reste malgré tout à fait hypothétique en réalité. Donc, c'est surtout ça que j'ai retenu.
Après, c'est comme le reste, il y a des observations qu'on fait, mais après, l'interprétation qu'on en donne, finalement, on n'en est pas forcément certain, et ça reste une hypothèse, finalement. Donc, ce que j'ai retenu, moi, c'est surtout ça. Après, il y a eu toute une histoire autour du temps, avec cette notion de temps, et là encore de relativité du temps, et donc c'est à la fois passionnant. Alors, je me souviens avoir lu... notamment, c'était un gars qui s'appelait Schroeder, je crois, un physicien israélien de mémoire, qui, en gros, expliquait que, avec les équations d'Einstein, etc., on pourrait tout à fait imaginer que sur la Terre, ça date de 6000 ans, enfin, l'espace le temps depuis la création à notre niveau, ce serait 6000 ans, et puis à un autre niveau dans l'univers, ce serait 13 milliards d'années. Enfin, il y a des choses qui sont intéressantes, mais vous allez dire que tout ça, je sais pas trop. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que la théorie de l'évolution malheureusement est fausse, pas malheureusement, mais manifestement est fausse. Donc il y a une création séparée, donc que la lecture qu'on peut avoir du récit de la création dans la Genèse, c'est littéral. Et donc moi je vois aucune raison de faire du coup d'autres hypothèses. Donc ça me conduit à ça, et à tout à fait serein avec ça. Donc il y a plein en réalité... Encore une fois, vu qu'on ne peut pas faire d'expérience, il y a plein de choses tout à fait intéressantes là-dessus, d'autres hypothèses, d'autres modèles, et le modèle Janus, je ne sais pas si tu as entendu parler de Jean-Pierre Petit, qui est tout à fait un autre modèle cosmologique. Il y en a d'autres en réalité, d'autres avec une vitesse de la lumière qui serait en fait variable, etc. Tu as plein de choses, mais encore une fois, moi je m'intéresse à ce qu'on peut vraiment prouver. Donc, du coup, voilà, j'ai envie de dire que j'en sais pas trop plus, même si voilà, j'ai lu un certain nombre de choses. Je pense que là, oui, tu as abordé un petit peu l'argument principal évolutionniste, qui est, disons-le, l'un des meilleurs arguments, mais auquel on a des réponses, hein, avec ce qu'on appelle le problème de temps de trajet de la lumière, où effectivement, dans un monde de moins de 10 000 ans, comment la lumière des galaxies distantes, qui sont à des milliards d'années-lumière, donc c'est une distance, hein, les années-lumière, c'est une mesure de la distance, comment ça a pu nous parvenir. Donc on a effectivement des solutions, hein, comme tu l'as décrit là, avec la gravité qui fait que les horloges pourraient tourner à différentes vitesses. Et au fin fond de l'univers, l'horloge pourrait tourner plus vite que chez nous, donc le temps ne s'écoule pas de la même manière. Donc ça, ce sont des solutions intéressantes. Mais au final, il est possible même que ce sujet-là ne soit même pas un vrai problème, puisque la vitesse de la lumière, elle est mesurée en aller-retour. On envoie ça sur un réflecteur lumineux du point A au point B, du point B au point A, ça revient. Donc ça prend 300 000 km par seconde. Mais au final, nous c'est pas tellement ça qui nous intéresse, c'est de savoir la lumière de la galaxie distante, de Bévéra, combien de temps elle prend vers nous. On n'a pas le détail de la vitesse retour, on n'a que la vitesse aller-retour. Donc il y a des théories comme celle de Jason Line, mais aussi considérées par des évolutionnistes, qui parlent que la vitesse des galaxies lointaines pourrait arriver instantanément de B à A et être de C divisé par 2, de 150 km par seconde à l'aller. Donc elle prendrait 2 fois plus de temps pour arriver à B et elle reviendrait instantanément vers nous. Et donc c'est des modèles qu'on ne peut pas réfuter, parce qu'on ne peut pas mesurer, la vitesse aller ou retour. Et donc au final, ça pourrait très bien que la vitesse soit instantanée. Et quand on regarde les données du télescope James Webb, eh bien une fois de plus, les prédictions évolutionnistes ne sont pas satisfaites, parce que pour eux, quand on regarde loin dans l'univers, on regarde les galaxies comme elles étaient il y a très longtemps, il y a des milliards d'années. Et donc ça suppose qu'on les voit à un stade bébé, à un stade immature. Or, aussi loin qu'on puisse regarder avec l'infrarouge de ce télescope JWST, eh bien en fait on remarque que les galaxies sont structurées, massives, avec une forte métallicité. Et donc ces galaxies distantes, elles sont tout aussi matures et comparables que les galaxies proches de nous. Donc, ce qui semble pouvoir appuyer le fait que la lumière des galaxies distantes puisse nous arriver instantanément. Et en fait, on ne s'attend pas à ce que 180 millions d'années ou 200 millions d'années après le Big Bang, il y ait déjà des grosses galaxies bien formées, parce qu'on doit être dans ce qu'ils appellent le Cosmic Dark Age, l'âge cosmique sombre. En fait, pendant les 500 premiers millions d'années, il ne se passe pas grand-chose, parce que dans un scénario naturaliste, en fait, d'une certaine manière, on n'a jamais assez de temps. C'est un peu comme avec la divergence humain-chimpanzé, mais le problème, c'est qu'il faut la faire très rapidement, cette divergence.
Si vous avez des centaines de millions de différences entre le code génétique chimpanzé et humain, et au passage, il y a 15% de différence, il n'y a pas 1% de différence. Tout à fait. Voilà, c'est compliqué de les faire en 1 ou 2 millions d'années, ces différences-là, en quelques millions d'années. Et pareil avec les galaxies, effectivement, s'il faut que tout s'accrète, tout s'agrège lentement, c'est vrai qu'il faut des milliards d'années, des milliards d'années. Mais en fait, il faudrait probablement peut-être des centaines de milliards d'années pour réussir à faire ce que le Big Bang dit. Et 14 milliards d'années, c'est trop court dans un scénario naturaliste. Mais nous on n'a pas besoin de temps avec le créateur. Et d'une certaine manière, la simultanéité de la création, avec le fait que tout apparaisse plus ou moins en même temps, en l'espace de 6 jours, est assez logique, parce que comment les plantes font pour survivre sans microbes ou inversement, comment les plantes survivent sans animaux et inversement, on se rend compte en fait qu'il faut toutes les pièces. C'est comme dans une voiture, il vous faut des dizaines de milliers de pièces. Dans un avion, il vous faut des millions de pièces. Le problème est aggravé en biologie, dans le génome, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup plus d'intrications. Comme quand on parle de génération spontanée, on est accoutumé du problème de l'œuf et de la poule, lequel était en premier. Mais le problème de l'ADN est encore plus compliqué, parce que c'est une situation à trois. L'ADN, l'ARN et les protéines. Il faut de l'ADN et de l'ARN pour faire des protéines. Il faut de l'ADN et des protéines pour faire de l'ARN. Et pour faire de l'ARN, il faut de l'ADN et des protéines. Donc il faut tout en même temps. Et là encore, la présentation est extrêmement grossière, parce qu'il vous faut la membrane, il vous faut les lipides qui protègent la membrane. Il vous faut des milliers de choses en même temps. Et là, on ne parle que de l'ADN, on ne parle même pas des milliers de paramètres pour que le Soleil soit à la bonne distance, la Lune soit à la bonne distance, etc. Même les autres Jupiter et Saturne qui peuvent faire aspirateur de poussière. Enfin, il faut le champ magnétique, il faut tellement de choses. Champ magnétique, d'ailleurs, ça fait partie d'une des preuves de la cosmologie, puisque si on remonte à, Jason Light disait, si on remonte à 60 000 ans, le champ magnétique aurait été trop fort, parce qu'aujourd'hui on connaît sa courbe de décroissance. Et si on applique le principe de l'extrapolation évolutionniste, qu'ils utilisent à tire-larigot quand ça les arrange, eh bien, on se rend compte que le champ magnétique aurait été trop fort il y a 50 ou 60 000 ans, qu'il aurait rendu la vie impossible sur Terre. Donc, ça semble montrer aussi que, et on sait qu'avec les plus anciennes roches de la Terre, qu'il y avait un champ magnétique, et donc en fait que la Terre elle-même doit être plus jeune, elle est au moins dans l'échelle des milliers d'années. Pareil avec la récession de la Lune. La Lune, elle ne peut pas être trop proche de la Terre, sinon ça va causer des problèmes gravitationnels. Elle doit être à une certaine distance. Donc quand vous reculez ne serait-ce qu'à 1 milliard d'années, elle est déjà en contact avec la Terre. Ça pose un problème pour les scénarios de 4 ou 5 milliards d'années. Le Soleil, c'est pareil. Si on utilise le principe de l'extrapolation, on a ce qu'on appelle le paradoxe du jeune Soleil faible. Eh bien, le Soleil, les réactions au cœur du Soleil font qu'il est de plus en plus brillant à mesure que le temps passe. Mais si on va à rebours, eh bien, il y a quelques milliards d'années, à l'époque où la vie doit commencer, même au niveau monocellulaire, eh bien, le Soleil avait 25% à 30% moins de luminosité. Et donc, la Terre serait une boule de glace. Et la vie serait impossible. Et même jusqu'à 600 millions d'années en arrière, on aurait encore une glaciation terrible sur Terre, qui fait que la vie, voilà, elle serait impossible. Et en plus, le registre fossile tend à montrer qu'il faisait peut-être plus chaud dans le passé. Hein, c'est ce qui fait qu'on avait une forêt aussi luxuriante, des insectes géants, peut-être plus d'oxygène, plus de CO2 dans l'air. Et donc voilà, la Terre prédiluvienne, hein, la Pangée, ou Rodinia, comment on l'appelle, voilà, était probablement beaucoup plus luxuriante. C'est ce qui nous permet d'avoir probablement le pétrole qu'on a aujourd'hui, hein, des quantités immenses de pétrole, même s'il y a des théories abiotiques où voilà, le pétrole pourrait peut-être être produit autrement que par les matériaux, les végétaux. Mais donc voilà, donc on prend ces arguments, le champ magnétique, le paradoxe du jeune soleil faible, la récession de la Lune, on pourrait parler des étoiles bleues, des comètes dans le système solaire, les supernovas. Il n'y a pas assez de rémanents de supernovas dans le scénario évolutif. On s'attendrait à des centaines, peut-être des milliers de rémanents de supernovas. On en a quelques-uns. Ça correspond encore plutôt au modèle créationniste. En biologie, on a le modèle de l'étude de Stoklow-Thaler qui montre que les génomes sont comparables en termes d'ancienneté. Les génomes animaux devraient être beaucoup plus vieux que les génomes humains. Mais quand on regarde un brin d'ADN dans l'ADN mitochondrial, on voit que les génomes ont à peu près le même âge en fait. C'est comme s'ils étaient apparus en même temps à peu près, c'est ce qui est dit dans la Bible. Voilà, on a l'étude de Richard Lenski qui
qui a fait des expériences sur des dizaines de milliers de générations de bactéries E. coli. Donc c'est extrêmement parlant, des dizaines de milliers de générations, parce que là, c'est le test de l'évolution, encore une fois, qui n'est pas réussi non plus comme celui des fossiles transitionnels de Darwin, parce que à la fin, on a toujours des bactéries E. coli, on parle plutôt même de reductive evolution, une évolution réductive. Donc, c'est vrai que quand on regarde bien, le modèle est à mon avis laminé en long et en large, et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est du dessin intelligent dans l'échelle macro, dans l'échelle de l'univers, tout semble organisé dans le système solaire pour permettre la vie. Même la position du système solaire dans la galaxie des Voies lactées, c'est bien placé. C'est aux 2/3 de la galaxie, c'est pas au milieu de la galaxie, là où il y aurait trop de compétition, il y aurait trop de conditions hostiles. Et au niveau génétique, il nous faut tellement de choses assembler. Voilà, j'ai l'impression que c'est hors de portée de l'évolution et que ça ne tient plus que par l'idéologie naturaliste où Dieu est écarté vraiment de cette étude des origines, ce qui est dommage parce qu'on ne devrait pas écarter les pistes, on devrait considérer toutes les pistes. Oui, et puis je dirais que tout ça c'est effectivement tout à fait intéressant et passionnant, et puis j'invite chacun à faire des recherches. Mais moi je trouve qu'il y a même un argument encore plus fondamental, c'est que les personnes qui veulent adopter l'évolutionnisme, finalement se croient plus du côté de la science et pensent être en capacité de rejeter justement Dieu, comme tu viens de le dire. Mais c'est en réalité pas du tout le cas, parce que il y a de toute façon un réglage. Notre univers, il est le fruit il est fait d'une façon qui comporte un réglage. Donc ce réglage, ça peut être le réglage des constantes, des fameuses constantes universelles, la masse du proton, la charge de l'électron, la grande force tout ce qu'on veut. etc. Tout ça c'est réglé. Donc la question, mais c'est d'où vient ce réglage? Parce que même si on essaie à partir de ce réglage de trouver une explication naturelle à l'apparition de ce qui s'est passé, mais il y a un réglage fondamental de l'univers. Et la question, c'est d'où vient-il? Et en réalité, c'est quasiment impossible d'écarter Dieu dans ce réglage de toute façon initial, j'ai envie de dire, de l'univers. Il y a un réglage. Et donc si on veut échapper à ce réglage, parce que qui dit réglage dit quelqu'un qui a réglé. Et donc si on veut s'échapper de ça, on est obligé, alors on essaye, il y en a qui essayent d'avoir l'hypothèse des multivers, qui aurait comme ça une machine à créer des univers dont on ne sait pas d'où elle viendrait. Mais même dans cette machine, il y a des réglages. Donc quelque part, on ne peut pas échapper à un réglage. Et ce réglage, il est forcément fait par Dieu. Il n'y a que ça comme explication. Et donc, une fois qu'on a admis ça, eh bien, on est plus libre de choisir entre l'évolution ou la création. En gros, un univers très vieux ou une création terre jeune. Et quand on est libre de choisir entre les deux, ben, on s'aperçoit que les observations et les preuves penchent, mais c'est inexorable, du côté de la création terre jeune. C'est fabuleux. Tu disais que ça avait pris des années pour toi pour arriver à ce niveau de compréhension-là. C'est vrai qu'il faut aller chercher, hein. Moi c'est pareil, c'est vraiment des années de travail qui font qu'on y arrive. Voilà, c'est pas en regardant une vidéo, juste une vidéo qu'on va s'en sortir. Il y a tellement d'informations sur chaque sujet qu'on a effleuré. Ce soir, en fait, on pourrait passer 2-3 heures à chaque fois sur chaque sujet. Bien sûr. Et en citant à chaque fois, enfin moi c'est ce que je fais toujours, hein, je cite des chercheurs évolutionnistes sur chacun de ces sujets. Parce qu'en réalité, on est quand même bien obligé d'écrire des articles qui parlent de quelque chose. Donc finalement, on cite, et moi j'ai des milliers de citations de chercheurs qui vont tout simplement dans ce sens-là. Donc c'est tout à fait vrai. Il faut beaucoup de temps, mais j'allais dire, moi, dans les échanges que j'ai pu avoir, les évolutionnistes pensent apporter une réponse et ils disent « Ah, ça y est, j'ai trouvé la réponse ». Je te donne un exemple. Il y a un des arguments intéressants aussi, c'est celui qui concerne la thermodynamique. Et on sait que quand on étudie la thermodynamique, on a cette notion d'entropie, donc de désordre, on va dire, de l'univers pour faire court. Et on voit que l'entropie augmente, le désordre augmente. Donc ça colle assez mal avec, j'allais dire, l'évolution qui voudrait organiser de plus en plus les choses. En fait, les choses se désagrègent et tout part en poussière et tout se désintègre. Donc lorsqu'on évoque ce phénomène-là, on parle du second principe de la thermodynamique, voilà, que l'entropie augmente, et nos amis évolutionnistes croient tenir un argument en disant « mais ça c'est uniquement pour les systèmes fermés ». Parce que quand tu étudies la thermodynamique, ce que j'ai fait un petit peu au niveau licence, on sait que y a un système qui peut être, si le système est fermé, ok, on peut dire ça, mais s'il est ouvert, s'il y a d'autres choses qui viennent de l'extérieur, on pourrait avoir un phénomène différent. Et donc ils pensent avoir une parade finalement à cet argument assez évident
que tout se dégrade et qu'il n'y a rien qui se construit tout seul en réalité. Et donc le problème, c'est que c'est pas ça le véritable argument concernant la thermodynamique. Concernant la thermodynamique, le véritable argument, c'est que les molécules du vivant, toutes les molécules du vivant, sont dans un état qui est contre nature. C'est-à-dire qui est à la fois haut en énergie et bas en entropie, donc avec peu de désordre. Et le problème, c'est d'arriver à ces molécules-là. La nature ne va pas dans cette direction, absolument pas. Et donc, c'est uniquement maintenu par la vie. Donc, c'est à nouveau le problème de l'œuf ou la poule. Il faut de la vie pour maintenir les molécules, et les molécules sont nécessaires à la vie voilà, dans cet état-là. Donc, il n'y a en réalité pas vraiment de réponse à ça. Donc, là encore, les observations et la réalité penchent du côté du créationnisme. Il faut un miracle pour créer la vie. Tu l'as un peu abordé tout à l'heure. Mais le passage de l'inerte au vivant, mais c'est drôle. Et alors, on peut peut-être aborder... Enfin, je pense que c'est intéressant d'aborder ça aussi, parce que, en gros, si tu prends un certain nombre de chrétiens évolutionnistes, je pense à Olivier Bonassi, qui a écrit ce livre « Dieu, la science, l'épreuve », que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour mettre en avant ce livre, parce que finalement, il met beaucoup d'arguments pour dire « mais Dieu existe », ce qui est en réalité une évidence aussi. Mais en gros, son idée sur cette apparition de la vie, c'est plus de dire, bon, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il doit exister des lois qu'on ne connaît pas, qui ont permis cette apparition de la vie, par des phénomènes naturels. Et j'ai envie de dire, la faiblesse de cet argument, c'est de dire, mais il y a des lois qu'on ne connaît pas. Parce qu'en réalité, toutes les lois qu'on connaît s'opposent à ça. Donc en réalité, on est un petit peu dans le même cas qu'avec l'évolution, la théorie de l'évolution en général. On est obligé d'invoquer des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas et que personne n'a jamais vues. En réalité, le constat, il est simple, c'est que pour passer de l'inerte au vivant, il y a des barrières à toutes les étapes. Donc non, ça n'a pas pu se produire. Donc c'est forcément un miracle. Alors je terminerai en disant que l'hypothèse... à mon sens, enfin, d'après ce que j'ai pu voir, qui est la plus partagée ou la plus mise en avant pour essayer d'expliquer ça, c'est le fameux monde ARN, où l'ARN, qui peut donc avoir un rôle qui est semblable à l'ADN et semblable aux protéines, aura été le premier à apparaître et à pouvoir évoluer. Mais le problème, c'est que même quand tu regardes les articles qui essaient de mettre en avant cette théorie, tu t'aperçois qu'ils sont quand même bien embêtés, parce qu'il même ça, on est incapable de le produire. C'est quelque chose qui ne se fait pas en réalité. Il y a trop d'obstacles, tout s'oppose à ça. Donc, à un moment donné, il faut simplement se rendre à l'évidence, la vie est un miracle, et Dieu n'a pas, d'ailleurs, ne s'est pas contenté de créer juste la vie par une cellule qui se serait diversifiée. Non, il n'y a pas de mécanisme pour ça. Il a créé séparément les différentes formes de vie. Et juste pour terminer mon long propos, je voulais dire que moi, je trouve, ça m'émerveille, parce qu'en réalité, ça rend la Bible tellement plus compréhensible, tellement plus forte, tellement plus fiable, tellement plus simple à comprendre, et tellement plus enrichissante, rassurante et convaincante, quand on s'aperçoit qu'en réalité, la plupart des textes peuvent être lus de façon littérale. Et ce sont vraiment des miracles qui se sont produits du temps de Jésus, qui se sont produits au temps de la création. On a un Dieu qui est extraordinaire, et moi je trouve ça hyper encourageant. Pour terminer, Laurent, pourquoi devrait-on croire en la Bible? Pour les auditeurs qui seraient un peu sceptiques, qui se disent, est-ce que c'est pas un livre un peu ancien? Est-ce que c'est pas un simple bouquin? J'ai déjà entendu ça. Pourquoi c'est plus qu'un bouquin? Pourquoi c'est quelque chose qui doit nous animer? Ce livre de vieux de 2000 ans, du moins le dernier livre de 1000 ans, et les premiers à 3500 ans. Ouais. Alors c'est une excellente question. Et il y a une caractéristique que moi je tire de la Bible, c'est que il se trouve que, apparemment, d'après ce que je comprends de la Bible, Dieu désire qu'on le cherche. Et donc, il se tient quelque part un peu caché, et c'est pour ça qu'on ne le voit pas de nos yeux, et qu'on ne l'entend pas tous les jours de façon audible. Donc, il désire qu'on le cherche. Donc, c'est pour ça qu'il y a un verset qui est surprenant, mais qui est très fort en même temps, et qui dit « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe ». Donc, il faut j'ai envie de dire un pas de foi, et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé moi à 22 ans, pour revenir brièvement là-dessus, mais j'en suis arrivé à un moment donné à me dire qu'on ne savait pas d'où on venait. En réalité, la science n'est pas capable de nous dire d'où vient le Big Bang. En réalité, on n'est même pas du tout sûr qu'il y ait eu un Big Bang. Donc, donc on ne sait pas d'où on vient, en réalité. La science n'est pas capable de nous le dire. Donc je me suis dit, peut-être que Dieu existe au fond. Et ça a été ce pas de foi qui m'a poussé à demander à Dieu, mais si tu existes, révèle-toi à moi. Et c'était une demande vraiment sincère, parce que je m'intéressais depuis tout petit aux origines. Et lorsqu'on fait cette prière sincère, Dieu se révèle.
Et là, moi, il s'est révélé à travers la Bible. Ça a été une révélation. Je peux vraiment parler de révélation. Donc, j'encourage chacun à faire simplement cette démarche simple. Et Dieu utilisera les moyens qui conviennent à chaque personne. Mais si malgré tout, il y a des personnes qui hésitent à se dire peut-être que c'est vrai, on peut utiliser des arguments rationnels. Moi, j'aime quand même assez parler des prophéties. On a des prophéties assez étonnantes dans la Bible, et ça peut être une piste intéressante. Si des gens sont intéressés par ça, ils peuvent... Les prophéties de Daniel, notamment. Hein. les prophéties de Daniel qui sont absolument passionnantes. Donc il y a absolument, il y a cet aspect de prophétie qui est quand même tout à fait surprenant. Et lorsqu'on regarde les différents livres sacrés, on s'aperçoit qu'il n'y en a aucun qui se compare à la Bible. La Bible est vraiment le livre qui contient le plus de prophéties, mais de très très loin, et de prophéties précises qui se sont réalisées dans le passé. Et à mon avis, vérifiables. Et vérifiables, absolument, par des documents historiques, etc. Donc c'est un angle qui permet de se dire, mais quand même ce livre, il n'est pas comme les autres. Et donc ça peut être le début d'un cheminement. On peut ensuite, j'allais dire, être touché par tout un tas de choses. Il y a des gens qui sont touchés par l'amour. Parce que finalement, ce qui nous touche peut-être le plus, enfin moi ce qui me touche le plus, c'est l'amour de Dieu qu'on voit dans la personne de Jésus-Christ, et dans ses paroles, et dans ses actes, et dans sa mort sur la croix. C'est par sacrifice, par amour. On est touché par ces paroles de la Bible. Et je sais que j'ai souvent entendu des témoignages, moi, de juifs qui se disaient, la Bible, le Nouveau Testament, c'est un livre de chrétiens anti-juifs qui est vraiment nul, et donc qui ont quand même fait le pas de le lire, pour se rendre compte, mais non, c'est un livre tout à fait juif en réalité, parce que Jésus était juif et toute l'histoire judéo-chrétienne, voilà, et qui en fait, c'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Et ils ont découvert ce Yeshua, ce Messie, et donc ils ont beaucoup ont finalement embrassé cette foi en Jésus. Et donc c'est cette découverte des paroles de Jésus et qui sont tout à fait étonnantes. Et jamais homme a parlé comme cet homme. C'est hallucinant, les paroles de Jésus, quand on les lit, c'est fabuleux. Donc ça peut être aussi un autre angle. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est des angles. Ce que tu dis, c'est important aussi au sujet du cœur, parce que c'est vrai que tous les arguments scientifiques du monde ne permettent pas forcément de convaincre les plus durs. Et les évolutionnistes sont, à mon sens, ils ont souvent une posture aussi qui me fait penser à Pharaon, lors de l'Exode, où plus finalement il y avait des preuves avec Moïse, plus il était endurci. Et il y a un terme en anglais qui s'appelle wake up a mole. C'est quand on essaye de renvoyer la taupe dans le sol. Elle se remet là-bas, et puis à chaque fois on la suit, et on la ramène dans le sol. Et souvent on est un peu dans cette position-là avec les évolutionnistes. On répond à une question, puis à une autre, puis à une centième question, puis à une millième question, et puis il y a toujours une taupe qui monte. Et c'est là que voilà, on comprend qu'à un moment donné, c'est vrai que s'il n'y a pas un changement de cœur, s'il n'y a pas une ouverture, voilà, s'il n'y a pas un peu un début de foi d'Abraham, voilà, Dieu pourvoira. S'il n'y a pas de Dieu pourvoira à un moment donné, c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont, moi j'ai vu des gens qui ont reçu beaucoup d'arguments, mais qui ne se sont pas convertis, alors qu'ils avaient eu beaucoup plus que ce que moi j'avais eu par exemple, et d'autres qui ont reçu très peu et qui se sont convertis. Donc c'est là que voilà, Jésus n'a pas cette approche technique à essayer de nous convaincre avec des arguments comme ça. Maintenant, à quelques moments, il se réfère à la création. Il considère ça comme un fait accompli. Jésus se place d'ailleurs dans un cadre terre jeune. Hein. Au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. On voit que pour lui, ils arrivent quelques jours après la création. Ils n'arrivent pas des 14 milliards d'années. Ils arrivent au début de la création, pas à la fin de la création. Voilà, il compare son retour au déluge de Noé. Et c'est pour ça que voilà, moi j'ai ce ministère, et probablement toi, quand le retour vient, c'est comme le déluge de Noé, il y en a qui sont en train de blaguer au pub, qui sont en train de rigoler, enfin qui mènent leur vie normalement, qui ont vu ce fou Noé être en train de construire un bateau. Mais, vous savez, il y a des chrétiens qui pensent peut-être qu'il n'y avait pas de pluie, même avant le déluge. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que, par exemple, on pourrait dire qu'il y avait un autre système hydrologique, où l'eau montait du sol, où il y avait une vapeur, peut-être que ça se faisait autrement, j'en suis pas sûr. Mais admettons, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu la pluie, ça a dû être choquant pour eux d'en avoir et en tout cas une tempête, parce qu'on ne pense pas qu'il y avait des tempêtes, des cyclones, des tremblements de terre qui tuent les gens. Le monde n'était pas prévu pour ça. Là, aujourd'hui, on est dans un monde comme ça où voilà, tout est dégradé, tout est détérioré, les équilibres sont rompus, etc. Voilà, les gens n'ont pas pris au sérieux Noé, et il est rentré dans l'arche avec sa famille. Et ce qui est assez parlant, c'est que c'est Dieu qui a fermé la porte. C'est pas Noé. C'est pas Noé qui a dit bon,
vous déconnez les gars, démerdez-vous maintenant. Voilà, c'est vraiment Dieu qui a fermé la porte. Et Jésus, de manière non hasardeuse, dit je suis la porte. Entrez par la porte. Donc il faut vraiment, on invite les gens à entrer par la porte, à reconnaître le berger, le créateur de l'univers. Et voilà, cherchez-le tant qu'il est proche, tant qu'il est possible de le trouver. Parce que c'est vrai que, comme Jésus nous dit, quand la porte est fermée, malheureusement, on ne peut plus la forcer. Donc voilà. Merci Laurent pour cette interview et j'espère qu'elle sera très utile à nos auditeurs. Oui, merci beaucoup à toi. C'était un très bon moment. Voilà.